Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler à nouveau de bonnes pratiques de sécurité. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur le sujet, je vous invite tout de suite à aller la voir. Aujourd'hui, on va vous donner à nouveau 5 bonnes pratiques de sécurité à implémenter et à utiliser au quotidien si vous voulez bien vous protéger. Alors aujourd'hui, on va prendre un sujet qui est assez tabou, qui sont les applications sur les smartphones. Alors les applications sur les smartphones, vous en avez un grand nombre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les pirates, ils attaquent de plus en plus ce type de plateforme-là. Je vous ai trouvé des articles qui sont plus ou moins récents, on va dire, sur le sujet. Donc, il y en a un qui date de mars 2022. Et on s'aperçoit qu'en fait, de plus en plus, il y a des applications qui sont malveillantes sur le Play Store. Donc, le store sur lequel vous pouvez télécharger des applications directement chez Google. Donc ici, on voit qu'on a des applications, des fausses applications sur, par exemple, la navigation. On voit qu'on a des fausses applications sur les appareils photo. Ça touche toutes les applications. Donc quand c'est comme ça, la meilleure manière de savoir si l'application elle est vraie ou fausse déjà, c'est premièrement d'être sur Play Store et de ne pas être sur un autre store. Deuxièmement, d'aller voir les commentaires parce que là on le voit tout de suite en fait au nombre de commentaires. On voit qu'il y a une vraie problématique sur l'utilisation de cette application. Il existe plusieurs stores. Donc ici, on a par exemple le Amazon App Store, on a le F-Droid, on a Humble Bundle, APK Mirror. Alors par expérience, moi j'ai utilisé F-Droid qui était plutôt assez bien pour tout ce qui est logiciel open source avec tout ce qui est APK pur. Je vous recommande pas forcément les autres pour la bonne et simple raison qu'on va retrouver encore plus de déchets. Contrairement à iOS où on peut avoir une validation qui est assez dure de la part de chez Apple, ce qui bloque vraiment le développement des applications, autant chez Google, ils sont assez laxistes, on va dire, sur les vérifications. Donc, il faut vraiment faire très attention à ce que vous installez. Et lorsque vous allez l'installer, faites bien attention à désinstaller tous les adwares, toutes les pubs qui peuvent être installées en plus. Après, de temps en temps, vous avez même la possibilité d'aller télécharger l'application sur le store officiel de l'éditeur. Par exemple, sur toutes les applications en général de drone, vous avez une première application qui est disponible sur Play Store, mais la toute dernière chez DJI, elle est disponible uniquement chez DJI. Donc, je vais toujours vous recommander, on va dire, d'aller télécharger sur le store officiel ce type d'application. Bien sûr, par défaut, n'installez que les applications dont vous avez besoin, supprimez toutes les applications dont vous n'avez pas besoin. Lorsque vous allez recevoir votre téléphone, lorsque vous l'achetez au tout début, il y a tout un tas d'applications qui sont installées dessus. Essayez de désinstaller toutes celles qui ne vous servent pas parce qu'elles vont potentiellement vous demander des accès auxquels vous ne voulez pas donner d'accès. Vous ne voulez pas forcément donner accès à tous vos contacts, à toutes vos photos, à tous vos SMS, à l'ensemble de vos applications. Donc pareil, lorsque vous installez une application, choisissez bien les autorisations que vous voulez lui donner, quitte à bloquer des fois et à redéverrouiller au fur et à mesure, mais ne laissez pas tout ouvert en open bar parce que sinon, toutes les applications auront accès à l'ensemble de vos informations. La deuxième bonne pratique que je peux vous fournir, c'est faites attention aux mails qui sont frauduleux. Alors quand on parle de mails frauduleux, il y a plusieurs éléments à vérifier dedans. Vous avez d'abord le mail de l'expéditeur, vous avez également donc bien vérifier le nom de domaine de l'expéditeur. Quand vous allez avoir différents emails, vous allez voir des fois qu'il y a une lettre qui est inversée. Il faut faire attention à ce qu'on appelle les homoglyphes. Donc ce sont des lettres qui sont utilisées d'autres alphabets. Si on vous prend une lettre qui va ressembler à une autre sur l'alphabet latin par exemple, vous n'allez pas forcément voir la différence. Donc faites très attention à ça. Regardez également s'il y a des fautes d'orthographe. Souvent, les attaquants n'écrivent pas forcément très bien les mails. Si le mail est dans votre langue, des fois, vous recevez des mails d'autres langues, donc vous savez automatiquement que c'est des faux. Faites attention également à ce qui vous est demandé à l'intérieur. Si jamais on vous presse, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens, quand ils vont faire du phishing, ils vont utiliser des biais cognitifs. Vous êtes peut-être sensible à tout ce qui est biais de l'autorité, c'est-à-dire que si jamais on vous envoie un message qui semble paraître du gouvernement ou de la gendarmerie, vous allez avoir tendance à cliquer beaucoup plus facilement que si c'est pour vous faire gagner un objet. Donc faites très attention à tous ces éléments-là. Regardez si jamais potentiellement il y a quelque chose de suspect. Et si vous avez des liens dans l'email, allez toujours taper le mot que vous recherchez sur Google. Par exemple, si c'est un lien qui vous envoie vers votre banque, je vous invite à aller sur Google, tapez directement le nom de votre banque pour aller vous connecter. Évitez de cliquer sur les liens qui sont dans les emails de manière générale. Si vous avez des pièces jointes également, regardez que la pièce jointe soit en raccord avec l'email et que vous l'attendiez. Si vous n'attendez pas de pièce jointe, ne la téléchargez pas, n'installez pas. Aujourd'hui, il est assez simple de falsifier, on va dire, l'extension d'une pièce jointe. Il est également assez simple de falsifier l'image, on va dire, sur la pièce jointe. On peut faire exécuter tout un tas de programmes qui vont aller récupérer des malwares sur Internet ou qui vont l'exécuter en local. Votre antivirus ne va pas forcément vous protéger. Donc faites vraiment très attention à ça. N'allez pas récupérer toutes les pièces jointes ou ne les installez pas. Regardez également le titre de la pièce jointe. Regardez tous les éléments qui peuvent potentiellement vous paraître suspects. Un élément auquel on ne pense pas forcément en termes de bonnes pratiques de sécurité, ce sont de couper tous les services qui ne sont pas utilisables et utilisés.
Par exemple, sur votre ordinateur, aujourd'hui, vous avez le Bluetooth, vous avez le Wi-Fi, vous avez plein de moyens de communication que vous pouvez plus ou moins utiliser. Si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser ou que vous n'en avez pas besoin, désactivez-les. Je vais prendre l'exemple du Bluetooth. Aujourd'hui, il existe différentes attaques qui sont disponibles sur Bluetooth, comme le Blue Smacking, qui est ni plus ni moins que le déni de service. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir vous envoyer des paquets via le Bluetooth pour rendre votre service indisponible, que ce soit l'ordinateur complet, soit uniquement le service Bluetooth. Vous avez également le Bluejacking qui permet à des attaquants de vous envoyer des messages non désirés sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Parce que quand on parle de connexion, vous avez également tous les appareils que vous utilisez, que ce soit votre téléviseur, que ce soit votre téléphone, que ce soit votre ordinateur, votre tablette. On a tout un tas d'interconnexions qui sont possibles. Donc, si on va même encore aller plus loin, vous avez le Blue Snarfing qui est une attaque qui va permettre le vol d'informations, qui va vous permettre également d'incrémenter des informations dans les contacts, par exemple, d'une personne. Donc, on voit qu'on a la possibilité de manipuler. Le Bluetooth, aujourd'hui, c'est pas un des protocoles qui est plus sécurisé, c'est un protocole qui est assez récent, qui évolue, comme le Wi-Fi. Donc, on a des choses qui subissent quand même un grand nombre de vulnérabilités. Ça commence à être de plus en plus sécurisé dans le temps. Mais ce sont des services qui, s'ils ne sont pas utilisés, doivent être désactivés. Et enfin, vous avez le Blue Bugging, qui est ni plus ni moins que la prise en main totale du téléphone et autres. Alors, c'est des cas qui sont vraiment très spécifiques, mais il faut savoir que ça peut exister. Donc, comme je vous disais, pensez bien à tout désactiver. Une autre bonne pratique de sécurité que je peux vous inculquer, ce sont de maîtriser vos réseaux sociaux. Alors, d'abord, il y a la partie authentification avec le mot de passe, comme on a vu dans la précédente vidéo, qu'il faut qu'il soit complexe, avec la double authentification. Pensez à modifier par défaut les paramètres de confidentialité parce que sinon, tout le monde aura accès à l'ensemble de vos informations. Les réseaux sociaux sont faits pour pouvoir diffuser des informations à grande échelle, pour pouvoir partager vos photos de vacances et autres. Ne partagez pas vos photos de vacances quand vous êtes en vacances. Ça donne des indications aux attaquants de venir vous voler chez vous. Si vous dites bonjour, je suis à la Playa del Carmen au Mexique, les gens ils savent très bien qu'il n'y a personne chez vous. Donc ils vont potentiellement pouvoir venir voler. Les gens surveillent en fait ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc ne publiez pas si vous ne voulez pas que les gens soient au courant. Si vous publiez des photos de vos vacances, faites-le quand vous êtes rentré, que vous êtes chez vous. Donc ne faites jamais ça à distance. Et surtout, rappelez-vous que tout ce qui est sur Internet ne sera jamais effacé. Il y a toujours des sauvegardes, de sauvegardes, de sauvegardes. Il y a toujours des partages. Donc, ne diffusez rien sur Internet que vous ne souhaitez pas voir sur Internet à vie. Un autre élément auquel on ne fait pas forcément attention, c'est quand on va se connecter sur un site et qu'on fait la connexion via Facebook, via Google et autres. À partir du moment où vous utilisez cette connexion, vous donnez les droits d'accès au site à votre compte Facebook, à votre compte Google. C'est-à-dire qu'ils ont accès aux informations. Ils peuvent aller lire vos mails, ils peuvent aller regarder vos informations, ils peuvent aller télécharger vos photos. Donc, s'il vous plaît, évitez d'utiliser ces authentifications, même si elles sont simplifiées, même si elles sont assez bien. Aujourd'hui, c'est vraiment une vulnérabilité en termes de sécurité pour la bonne et simple raison que si jamais ces sites se font pirater, les personnes peuvent aller récupérer l'intégralité de vos informations. Et aujourd'hui, quand vous allez vous connecter sur un jeu ou autre, ce site n'est pas forcément sécurisé parce que ce n'est pas forcément l'objectif du site. Donc, faites vraiment très attention à ça. Surveillez régulièrement également les connexions qui sont faites sur vos plateformes. Lorsque vous allez dans vos paramètres de sécurité Facebook, vous allez voir les dernières connexions qui sont faites et sur quels appareils elles ont été faites. Vérifiez régulièrement qu'il n'y ait pas de nouveaux appareils qui viennent se connecter dessus ou des appareils qui ne soient pas désirés. Et si jamais c'est le cas, pensez tout de suite à changer votre mot de passe et à déconnecter toutes les applications. Bien sûr, je peux que vous recommander de supprimer les comptes que vous n'utilisez plus pour éviter de laisser un maximum de traces sur Internet. Après, ça c'est un avis qui est purement personnel. Aujourd'hui, vous avez une petite BD qui a été faite par le site Cybermalveillance qui résume assez bien les informations. Donc là, on a fait attention à ce que vous parlez, donc l'élément dont je vous parlais plus tôt. Après, on vous explique effectivement qu'il faut bien connaître l'identité de vos interlocuteurs et de bien échanger effectivement avec leurs contacts et de bien voir si jamais il n'y a pas des arnaques. Ensuite, tout ce qui est protection à vos comptes, donc que ce soit l'identification par mot de passe, que ce soit la double authentification, et après tout ce qui est maîtrise des publications avec le fait de rester discret plus ou moins sur ce que vous allez faire. La dernière bonne pratique de sécurité que je peux vous fournir, c'est de séparer le pro du perso. Les informations professionnelles ne doivent pas se retrouver sur des supports personnels. Vous ne devez pas sauvegarder des informations de votre société sur une clé USB qui est personnelle par exemple ou sur un drive qui est personnel. Séparez bien toujours les deux éléments. Il ne faut pas utiliser de la boîte mail professionnelle pour des sites personnels. Il ne faut pas s'inscrire sur un site personnel avec une boîte mail professionnelle. Il ne faut pas recevoir des emails personnels sur une boîte professionnelle. Ce sont deux éléments qui sont séparés. Ne réutilisez pas les mots de passe personnels et professionnels. Ce sont deux choses qui sont séparées, deux environnements séparés. Aujourd'hui, quand on regarde les fils de données, on voit trop d'emails professionnels sur des sites personnels, que ce soit des sites de rencontres, que ce soit des sites de jeux, que ce soit des réseaux sociaux. Chaque élément et chaque entité est séparé. Une utilisation personnelle pour du personnel, une utilisation professionnelle pour du professionnel. N'utilisez pas votre PC professionnel pour faire du personnel chez vous. N'allez pas vous connecter à tout et n'importe quoi. C'est comme ça qu'on retrouve dans des sociétés des cas d'infection.
parce qu'on a une personne qui est venue brancher son disque dur personnel sur lequel il y avait des films téléchargés, sur lequel il y avait des exécutables qui étaient téléchargés qui contenaient des virus et qui sont propagés sur l'intégralité du réseau. Donc séparez bien les deux environnements, c'est vraiment très important. La bonne pratique bonus que j'avais envie de vous donner, faites très attention quand vous connectez sur des réseaux publics. Les réseaux publics, que ce soit des gares, que ce soit des aéroports, que ce soit des transports en commun, à partir du moment où vous avez un accès au réseau public, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être connectées dessus. Et donc à partir de ce moment-là, votre ordinateur est plus vulnérable et même votre téléphone est plus vulnérable qu'en temps normal dans une entreprise ou même si vous êtes chez vous. Quand vous avez besoin de vous connecter sur Internet, utilisez toujours un VPN. C'est une connexion qui est chiffrée de bout à bout. Aujourd'hui, il existe des services que vous pouvez souscrire sur Internet à quelques euros par mois qui font très bien l'affaire. Vous avez également la possibilité d'installer ça chez vous, comme moi en général je le fais. Ou encore, vous pouvez utiliser le VPN de votre entreprise qui vous permet de vous connecter à distance pour sécuriser votre connexion. Mais toujours pensez bien à vous passer par un VPN lorsque vous êtes sur un réseau public pour éviter que certaines personnes puissent potentiellement intercepter vos données. Alors, c'est la deuxième vidéo que j'ai fait sur les bonnes pratiques de sécurité. Je vous invite vraiment à aller faire un petit quiz sur le site de Cybermalveillance. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Faites directement, répondez à toutes les questions et à la fin, mettez-moi en commentaire le nombre de points que vous avez eu à la fin. Comme ça, on verra s'il y a des sujets qui vous intéressent plus ou c'est des sujets que vous souhaitez creuser. S'il y a des éléments que vous souhaitez approfondir ou que vous souhaitez avoir d'autres bonnes pratiques de sécurité, mettez-les-moi en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!